Bienvenue, c'est Doina. J'étais en déplacement professionnel et je me suis installée à la terrasse d'une brasserie pour écrire notre balade d'aujourd'hui. Le nom de la brasserie était Au Bon Sens. Ça me correspond tellement. Chercher constamment la logique, le juste sens dans ce que chacun d'entre nous traverse, dans son individualité, ici avec l'enfant. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter notre rendez-vous sur la motricité libre. Il s'agit du premier épisode d'une série de 3 épisodes qui s'inspire de la pédagogie d'Amy Pickler. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, je vais vous parler d'un sujet peu discuté, le jeu libre. Le mois dernier, nous avons vu dans le dictionnaire que le mot libre est défini comme le fait de ne pas être soumis à une ou plusieurs contraintes externes. Et là, je ne vais pas être d'accord avec le dictionnaire parce que pour lui, le mot jeu est défini comme une activité pensée pour divertir, sans créer aucune richesse nouvelle. Bon, en fait, c'est peut-être nous qui aurions dû appeler ça autrement. Pour l'enfant, plutôt que de parler de jeu, pourquoi ne parlerions-nous pas d'activité libre de l'enfant? Et comme son activité est libre, c'est-à-dire pas soumise à une ou plusieurs contraintes externes, nous laissons à l'enfant le temps, l'espace, pour qu'il enrichisse ses capacités, ses expériences. Il enrichira ses connaissances progressivement à la rencontre de son environnement. C'est à travers son activité que l'enfant apprendra les limites, les contraintes des objets qui l'entourent. Par exemple, s'il veut mettre un objet dans un contenant, si cet objet est plus gros que la boîte dans laquelle il souhaite le mettre, il éprouvera la contrainte de la taille de cet objet qui ne peut entrer dans la boîte trop petite pour le contenir. Le bébé ne fait pas rien. Il fait des expériences sérieuses. Vous vous rappelez ? Alors, on est d'accord, si je pars du principe qu'un enfant qui, j'ouvre les guillemets, joue, fermez les guillemets, il ne fait pas une activité pour se divertir, sans enrichir son expérience. Bien au contraire. L'enfant ne joue pas sans intérêt, il travaille à grandir. Comment organiser l'activité libre de l'enfant ? Nous avons vu qu'en motricité libre, l'adulte va intervenir indirectement sur l'environnement de l'enfant qui est habillé confortablement. Il va veiller à l'aménagement d'un environnement adapté à ses capacités, un espace qui évoluera progressivement au fur et à mesure que l'enfant grandit. Je vais aussi faire attention à la complexité du jeu que je mets à disposition de l'enfant. Les pédagogues s'accordent à dire que plus le jeu est simple, plus il laisse la place à l'imaginaire de l'enfant ainsi qu'à sa créativité. Je pense qu'on s'est tous dit à un moment qu'il aurait fallu acheter le carton plutôt que le jouet qu'il y a à l'intérieur. Plus le jouet est compliqué, moins il favorise le processus d'imagination et de créativité. Et surtout, si le jouet est trop chargé en couleurs et en musique, l'enfant n'arrive pas à investir le jeu de manière constructive. Il déborde d'informations à traiter. Par exemple, les tableaux d'activité électronique, qui font des bruits soudains à peine l'enfant appuie sur le bouton, peuvent détourner l'attention de l'enfant qui était en train peut-être de découvrir la texture de ce bouton. Son jeu est alors dérangé, interrompu par d'autres stimulations. Il devient passif plutôt que actif dans son jeu. D'ailleurs, ces jeux-là, en général, nous aussi, nous préférons les voir ailleurs que dans nos salons ou ne pas les voir du tout. Je vous en ai parlé le mois dernier, avant de se tourner vers le monde, et donc les objets qui l'entourent, le nourrisson commence par découvrir son propre corps. Il s'apprivoise, il intègre ses capacités motrices. Couché sur le dos, le bébé va commencer par faire des mouvements par hasard, puis avec intention. Par hasard,
il touchera un objet que vous aurez mis à côté de lui, pour ensuite le prendre avec intention. Il va découvrir cet objet avec sa bouche, ses mains, ses yeux, sa peau. Si je présente à un nouveau-né un hochet qui fait du bruit, il n'est pas encore en mesure de comprendre que le son vient du hochet. Il va d'abord vivre l'expérience d'avoir un objet dans les mains, le toucher, le regarder, le sentir, le goûter, le tourner, le passer d'une main à une autre. Il éprouvera son action sur le jouet, puis plus tard sur la bille qui est dans le hochet, et ensuite sur le son qui est provoqué par le mouvement du jouet. Un autre exemple. Pourquoi dit-on que le mobile ou le portique n'est pas très apprécié par certains d'entre nous ? Le bébé, pour découvrir le monde, a besoin de manipuler les objets à pleine main, et j'irais même jusqu'à dire à pleine bouche. Comme les objets sont accrochés sur le portique ou le mobile, l'enfant ne peut pas les découvrir de manière autonome. En plus, quand il arrive enfin à attraper un objet, il peut faire l'expérience, s'il le lâche, de la chute de cet objet, donc de la loi de la gravité. Accroché, cette expérience est impossible. Il va peut-être ressentir de la frustration à ne pas savoir manipuler l'objet comme il le souhaite. Et sur le plan de la motricité, étant donné que l'objet est suspendu juste au-dessus de son petit corps, hypnotisé, le bébé va prendre moins de temps ou de plaisir à découvrir ses mains. Il fait moins l'exercice d'accommodation avec ses yeux, étant donné qu'un objet est positionné en plein dans son champ visuel. C'est-à-dire qu'il s'entraîne moins à regarder de près, puis de loin, puis de près, puis de loin, puis de près. Le bébé, qui n'est pas encore en mesure de se déplacer, risque de beaucoup solliciter l'adulte pour aller lui chercher les objets qui s'échappent facilement de sa main, par exemple les petites balles, les objets roulants. Ici aussi, comme le mois dernier, on peut alors se demander qui, de l'adulte ou de l'enfant, est dépendant de l'autre. Amusez-vous à peser les jeux de vos enfants. Vous verrez, Sophie la girafe est bien lourde pour les petits biscottos de bébé. 46 grammes. Au début, donnez-lui des objets jusqu'à 20 grammes pour éviter la fatigue musculaire de ses mains et de ses bras. Les objets à mettre alors à disposition de bébés qui ne se déplacent pas encore seront des anneaux, des carrés de tissu, des petites peluches. Mettez seulement 2 ou 3 objets à sa droite et à sa gauche. Je vais vous expliquer juste après pourquoi nous faisons attention à ne pas mettre trop de jeux à disposition du jeune enfant. Le bébé va grandir et commencer ses premiers déplacements. Ces jeux vont se complexifier. Il comprendra de plus en plus de choses en faisant de plus en plus de liens entre les événements qu'il expérimente dans son jeu. Par exemple, il a compris dans l'étape précédente, on l'a vu, qu'avec son intention, son initiative, il peut agir sur l'objet qu'il a dans sa main. Maintenant, si je lui donne ce hochet sonore, il sera en mesure de comprendre que la bille qu'il voit dans le hochet est à l'origine du son qu'il provoque en bougeant sa main. Il pourra commencer à jouer avec des contenants, des boîtes, des corbeilles, des paniers, des objets plus lourds, des objets qui roulent. Pour les enfants qui marchent, ils continuent à découvrir leurs capacités motrices et leur interaction avec le monde. Ils expérimentent de plus en plus de possibilités de leur jeu. Ils éprouvent leur créativité dans leur activité libre et autonome. Nous pouvons mettre à leur disposition des éléments de dinette, des seaux, paniers, objets à pousser, à tirer, à enfiler, à encastrer, à construire. Pour plus de détails, je vous suggère le livre « L'activité libre du jeune enfant ». Un guide super clair et efficace pour choisir les jeux à mettre à disposition de vos enfants. Si jamais votre meilleur ami ou votre belle-mère vous a offert le dernier mobile,
portique ou tapis d'éveil trop mignon d'une grande marque de puriculture. Ne le jetez pas. Si vous avez une âme bricoleuse, détachez les petits objets pour les donner directement à vos enfants. Et sinon, gardez-les pour que vos enfants plus grands s'amusent avec quand ils joueront, par exemple, à décorer leur cabane avec le mobile ou le tapis. L'autre fois, une petite fille a pris l'initiative de s'asseoir dans un transat, à l'origine vendu par les industries de puriculture à destination des bébés. Elle a détourné cet objet pour en trouver son sens dans son jeu. Elle a peut-être vu ses parents prendre le soleil, assis sur leur transat de jardin. J'ai dit que le jeune enfant découvre le monde à pleine bouche. Il sent qu'un objet est froid, chaud, doux, rugueux, mou, dur. Pour lui permettre de vivre une expérience complète dans son activité libre, proposons à l'enfant un espace où il peut poser sa tétine, le temps de son jeu. Pour récapituler, dans la complexité des jeux, faisons donc attention à ce que le jeu du jeune enfant soit adapté à ses compétences du moment, que l'enfant puisse le manipuler librement dans ses déplacements autonomes. Je vais aussi faire attention à la quantité de jeux que je mets à disposition de l'enfant. Un peu comme pour la complexité, si l'enfant a trop de jouets à sa disposition, il est noyé dans un trop-plein d'informations. Vous l'avez certainement remarqué, c'est souvent là qu'on voit les enfants, comme dans les dessins animés. Vous savez, quand le personnage cherche quelque chose et vide toute la malle, sans regarder où il balance tous ses objets. Ensuite, l'enfant laisse l'espace de jeu comme ça, une montagne d'objets près du coffre vide, sans avoir investi aucun jouet. Et c'est là qu'on se dit la tête dans les mains, l'ouragan est passé. Donc il vaut mieux avoir un espace de jeu trop vide que trop plein, pour permettre à l'enfant de faire fonctionner ses capacités de créativité et d'imagination dans son activité libre. En plus, si l'enfant a des compagnons, cette organisation influencera sa capacité à entrer dans une démarche de coopération, et donc de se socialiser par le biais de son jeu. Si vous êtes en compagnie de plusieurs enfants, n'hésitez pas à avoir par contre la même quantité de jeux identiques que d'enfants. Nous avons pu observer que cette astuce peut aider à diminuer les situations conflictuelles entre les enfants. La notion de partage s'acquiert progressivement, entre 2 et 4 ans. On peut observer que les enfants jouent les uns à côté des autres au même jeu, pour ensuite interagir progressivement jusqu'à une collaboration complète. À 2 ans, un enfant me donne une moto. Il regarde de temps en temps ce que je fais et me demande de faire ce qu'il veut. Il n'adhère pas encore complètement aux idées de scénario que je lui offre. C'est son jeu, son scénario. Et quand il a décidé de me retirer sa moto, il le fait pour son jeu. Les jeux de coopération, de société, arrivent souvent à partir de 3 ans et ont des règles très simples pour s'adapter aux capacités de l'enfant. Partager n'est pas une démarche évidente pour l'enfant. Moi aussi d'ailleurs, j'ai parfois du mal à partager. En tout cas, quand ils ont un jeu entre les mains, il sera dommage qu'un autre enfant vienne le lui arracher des mains. Avec cette astuce, on peut tenter d'éviter que l'enfant qui joue ne soit pas interrompu par un enfant qui veut son jeu, puisqu'il a le même à côté. Alors l'enfant qui joue peut aller jusqu'au bout de son activité sans être distrait, interrompu dans son jeu, sa pensée. Je vais également faire attention à la constance des jeux dans l'espace de l'enfant. Laissez ces jeux dans l'espace jusqu'à ce qu'il les ait entièrement investis. Si possible, disposez-les toujours au même endroit pour que l'enfant puisse les retrouver facilement. D'ailleurs, le fait de mettre ces jeux dans un espace de rangement classifié, constant et identifiable aide l'enfant à s'organiser et s'orienter dans son espace.
à savoir où ranger ses jeux. Vous savez, comme nous, il a le souci de l'ordre. Il pourra faire preuve de concentration, persévérer et faire des liens entre ses expériences en allant jusqu'au bout des choses et de sa pensée. Il faut quelques semaines à quelques mois pour que l'enfant fasse le tour d'un nouveau jouet. Dans le déroulement de l'activité libre de l'enfant, j'essaie d'être prévisible pour que l'enfant soit prêt à quitter son travail sans difficulté. Après avoir plié le linge, nous allons changer ta couche. Pour les enfants plus grands, nous pourrions introduire la notion de temps. Dans 5 minutes, nous passons à table. Qu'est-ce que c'est comique quand ils nous répondent « Non, 3 !» Ah oui ? Bon, d'accord, 3 minutes. Une occasion qu'ils nous donnent à se responsabiliser, être acteurs de ce qui les concerne. Et si la notion de temps est toujours difficile, je trouve que le sablier aide bien l'enfant à finir son activité pour ensuite faire ce qu'on lui demande. Pour accompagner la motricité libre de l'enfant, notre observation, notre regard est sans aucun doute notre outil principal. Il mériterait un rendez-vous rien qu'à lui. Dans une société productiviste, l'observation me permet de voir l'impalpable, voir les résultats semaine après semaine, jour après jour et parfois même minute après minute de nouvelles compétences de l'enfant. J'observe l'intérêt que l'enfant a à jouer, comment il joue et en quoi tel ou tel jeu éveille son expérience, son activité. Je tente de regarder la scène qui s'offre à moi avec neutralité. Ça m'aide à freiner mes pulsions, à ne pas intervenir directement dans ce qui se passe et à prendre un peu de distance avant d'interrompre l'activité de l'enfant, qu'il soit seul ou non. Nous, adultes, ne faisons pas rien, vous vous rappelez ? Nous savons où diriger notre attention et notre regard dans un but pédagogique. Tout cela, nous le faisons sérieusement, dans l'intérêt des besoins fondamentaux de l'enfant. C'est d'ailleurs l'observation qui nous permet d'adapter le plus justement possible l'espace de jeu aux capacités de l'enfant. Et là vient la confiance que j'ai en moi dans le temps et l'espace que j'offre à cette scène. La confiance que j'offre à cet enfant. La confiance qui naîtra en lui. À travers mon attitude, et aussi mes mots encourageants et rassurants, je partage avec cet enfant sa prise d'initiative, sa persévérance lorsqu'il n'y arrive pas, la joie de ses progrès, ses réussites et l'appréciation de ce qu'il sait déjà faire. Parce qu'à travers cette activité, nous serons tous témoins qu'il est à l'origine de ses capacités. Alors, il vit ce sentiment unique d'être un enfant capable, créatif, engagé sur la voie de l'autonomie, de la créativité et de la responsabilité. Quelle joie! Il manque une dernière chose, une des conditions au bon déroulement de l'activité et ou de la motricité libre de l'enfant. Le fil rouge de la pédagogie. Il s'agit de la manière dont nous allons prendre soin de cet enfant pour lui offrir l'affirmation, la confiance et l'estime dans son expérience, libre et autonome. Je vous invite à en parler le 1er septembre prochain pour clôturer cette série de 3 épisodes, inspirés de la pédagogie d'Amy Pickler. J'aimerais aujourd'hui remercier mes collègues du lieu d'accueil enfants-parents Le Tapis à Pois pour leur générosité et leur soutien. Le LAEP est une bulle d'oxygène. Un univers où enfants, parents et professionnels se retrouvent dans un espace accueillant, anonyme et libre. Je me régale à voir les enfants interagir avec leurs parents, à qui l'on apporte notre soutien s'ils le sollicitent. Et ensuite, viser l'amélioration de l'accueil que nous réservons aux familles en réunion d'équipe. Si vous avez aimé notre rendez-vous, je serai heureuse de le rallonger avec vous par écrit. C'est avec vous que nous en parlerons le mieux et n'hésitez surtout pas à inviter vos proches. Vous pouvez aussi aimer ou partager le lien de notre rendez-vous pour augmenter l'audience de notre balade. À l'enfant qui vit, à l'adulte qui réfléchit.